Bonjour à tous. Effectivement, merci Laure pour l'introduction. Je travaille donc donc au Muséum d'Histoire Naturelle, ici à Paris, dans le laboratoire Centre d'écologie et des sciences de la conservation. Et je vais vous présenter du coup un travail qui est centré autour d'un projet de sciences participatives Vigikiro, qui a été mené avec quelques collaborations, notamment avec Stuart Newson du British Trust for Ornithology, qui travaille sur des programmes participatifs très similaires aux nôtres, donc on a un peu mutualisé nos moyens, et à des chercheurs du Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier. Alors, je vais vous resituer un peu donc, ce suivi Vigikiro. Il fait partie en fait d'un programme qui s'appelle Viginature, qui est centralisé, coordonné par le Centre d'écologie et des sciences de la conservation, le CESCO, donc au Muséum, qui s'appuie sur en fait un savoir-faire, notamment à partir du suivi temporel des oiseaux communs, qui est un programme participatif qui fédère les ornithologues dans tout le pays pour suivre les tendances des populations des espèces les plus communes et qui est coordonné par le Muséum depuis 1989. Et à partir des années 2000, il y a eu d'autres programmes qui se sont créés, plus ou moins inspirés de celui-là, et c'est ça qui a fait émerger ce programme qui s'appelle Viginature, qui s'est développé autour d'observatoires dits naturalistes, dans le sens où d'abord les premiers observatoires qui se sont créés, donc Vigikiro au milieu des années 2000, s'appuyaient sur des réseaux d'amateurs experts, c'est-à-dire qui avaient des compétences dites naturalistes, en capacité d'identifier les espèces, de pouvoir collecter de la donnée riche sur le terrain, alors que petit à petit, en fait, se sont développés d'autres programmes plus orientés grand public, comme l'Observatoire des papillons de jardin, le suivi photographique des insectes pollinisateurs, qui ont permis en fait un échantillonnage plus large, avec une résolution taxonomique plus légère, donc assez complémentaire. Et un troisième volet aussi s'est développé plus récemment, avec des participants professionnels, mais pas forcément experts, dans le sens où ils sont gestionnaires d'espaces, protégés souvent, mais ça peut être aussi des agriculteurs dans l'Observatoire agricole de la biodiversité, ou des gestionnaires d'espaces verts. Et Vigikiro, en fait, donc, du coup, est un programme qui a été démarré en 2006, qui d'abord s'est construit sur un public naturaliste, c'est-à-dire des personnes qui avaient des compétences pour identifier les chauves-souris, mais à peu près la moitié du réseau aujourd'hui est constitué par des gestionnaires d'espaces protégés ou des gestionnaires d'espaces verts de collectivités, donc un public qui s'est pas mal diversifié, c'est pour ça que j'ai fait apparaître dans deux colonnes. Voilà, on est dans ce paysage-là. Je ne vais pas vous reparler des autres programmes parce qu'ils ne sont pas vraiment liés à des capteurs, sauf peut-être éventuellement le Speeple qui est basé sur des photographies, mais donc c'est pas des capteurs autonomes. Le seul programme qui tire parti de capteurs autonomes, c'est le programme Vigikiro. Donc je vais vous commencer par une petite introduction aux chiroptères. C'est pas forcément votre domaine de recherche, et leur étude par l'acoustique, puisque c'est un peu la base sur laquelle se construit ce programme. Je vous parlerai ensuite des protocoles, comment on les a définis et comment ils fonctionnent en termes de participation. Les mesures qu'on obtient à partir de ces protocoles, donc l'activité acoustique en l'occurrence essentiellement. La problématique de l'identification automatique qui a émergé au fur et à mesure du programme, au fur et à mesure de la quantité de données collectées. On a automatisé de plus en plus le traitement du signal. Et un problème sous-jacent. Une problématique sous-jacente, c'est la gestion des erreurs dans cette identification automatique et comment on qualifie les erreurs. Donc les chiroptères, étymologiquement, chiroptère ça veut dire main ailée, donc c'est un ordre de mammifères qui a pour particularité principale de pratiquer le vol actif, donc c'est le seul mammifère qui fait ça. C'est original. C'est un des ordres les plus diversifiés, hein. Il y a 1000 espèces dans le monde, donc c'est le deuxième ordre le plus diversifié après les rongeurs. Il y a donc un peu plus de 1000 espèces dans le monde, ça veut dire près de 3 fois plus d'espèces de chauves-souris que d'espèces de primates dans le monde. En France, il y en a 35 fois plus, puisqu'il y a 35 espèces. Et
Et du coup, chez nous, c'est essentiellement des espèces qui sont insectivores, même si quelques espèces prédatent des poissons, et une espèce prédate des oiseaux. Mais sous les tropiques, on a des diversités écologiques, comme souvent, beaucoup plus élevées, avec des espèces qui sont pollinisatrices, qui se nourrissent de nectar, de fruits, ou qui prédatent d'autres animaux, comme des amphibiens, éventuellement des chauves-souris qui mangent d'autres chauves-souris. Mais c'est un peu moins diversifié en zone tempérée. Alors, l'autre adaptation, qui est liée un peu au vol aussi, qui est très importante, c'est l'écolocation. C'est l'usage de l'acoustique pour obtenir de l'information, pour s'orienter, pour détecter ses proies, les congénères, les obstacles, qui n'a pas d'équivalent terrestre, qui a un équivalent marin, qui sont les cétacés, même si les stratégies d'écolocation sont assez différentes et un peu moins diversifiées en fait. Bon, d'autres caractéristiques importantes et méconnues sont aussi un ordre qui est exceptionnellement longévif. On n'a pas énormément de données sur la longévité, mais on a des records assez impressionnants de 41 ans. Pour un animal de 7 grammes, c'est complètement hors norme, chez les vertébrés en tout cas. Et c'est aussi un ordre, c'est important de le signaler, il y a beaucoup de littérature récente qui le montre, qui fournit beaucoup de services écosystémiques, notamment de contrôle des ravageurs en milieu agricole, mais aussi en milieu sylvicole. Alors, les méthodes d'études sur le terrain, historiquement, ont commencé d'abord essentiellement par la recherche de gîtes, puisque ça ne nécessitait pas vraiment de technologie. C'est la première approche qui a été développée historiquement, qui est d'une efficacité limitée, suivant le type de gîte cherché, donc les cavités, les bâtiments, les arbres. Mais petit à petit, en fait, l'usage de la technologie aussi émerge beaucoup dans ce domaine-là. La deuxième méthode, c'est la capture, un petit peu plus efficace en termes de collecte de données, mais qui est quand même très lourd et aussi invasif pour les animaux, génératrice de stress et qui nécessite un long apprentissage pour l'opérateur et des autorisations, puisque c'est interdit par la loi, puisque ce sont des espèces protégées. Donc, l'acoustique a pris beaucoup d'importance, même devenue en fait la méthode principale ces dernières années d'étude des chauves-souris, parce que ce sont des animaux qui sont actifs acoustiquement, mais comme vous pouvez le voir, il y a une petite limite à ça, c'est que vous avez ici la plupart des groupes qui font de la communication, qui font de la vocalisation, on va dire, détectable à grande distance en milieu terrestre. Donc les chauves-souris se distinguent assez facilement sur les fréquences qui sont utilisées, qui sont très élevées, et qui sont pour la plupart en dehors de l'audible, ce qu'on appelle les ultrasons. Donc de fait, c'est un groupe sur lequel l'usage de capteurs est quasi indispensable si on veut pouvoir utiliser l'acoustique. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des autres groupes, où l'acoustique est beaucoup utilisée, avec l'oreille humaine, qui est un outil quand même assez performant, sur les oiseaux notamment. Mais il y a aussi le capteur peut être utilisé sur chacun. Les capteurs sont utilisés sur chacun de ces groupes, mais ils se sont beaucoup développés, ils ont pris une importance très élevée chez les chauves-souris. Les chauves-souris ne sont pas les seuls groupes à émettre en dehors du domaine de l'audible. On a aussi les sauterelles, et les rongeurs et ce qu'on appelle les micro-mammifères, rongeurs et insectivores, et musaraignes. Ce dernier groupe est assez mal documenté, c'est-à-dire qu'on collecte beaucoup de signaux, mais on ne sait pas trop quoi en faire. Par contre, les sauterelles, c'est un groupe qui est plutôt bien documenté maintenant, et c'est assez intéressant de voir que ce groupe-là émet dans les mêmes fréquences que les chauves-souris, et au même moment. C'est-à-dire que l'essentiel des sauterelles sont actives de nuit et pendant l'été, à la même période de pic d'activité des chauves-souris. Donc en fait, c'est deux groupes qui n'ont pas vraiment de lien fonctionnel en écologie, mais qui peuvent s'étudier avec des techniques similaires, et donc on a mutualisé l'effort pour s'intéresser à ces deux groupes-là, même si notre cible première, c'était les chauves-souris. Donc, pour revenir sur l'acoustique et les chauves-souris, le gros avantage de l'acoustique chez les chauves-souris, c'est la détectabilité. C'est quelque chose d'unique en écologie terrestre. C'est le fait qu'une chauve-souris qui passe à côté d'un capteur
elle est forcément détectée puisqu'elle émet en continu du son. Donc quand je dis en continu, c'est entre 2 et 15 fois par seconde. Donc cette détectabilité quasi parfaite, c'est quelque chose d'assez unique en écologie, qui permet d'obtenir de la donnée standard, relativement peu biaisée, sur l'abondance des espèces. Donc oui. Bon, historiquement, ça s'est développé de façon un peu particulière, dans le sens où il a fallu d'abord développer des façons de pouvoir écouter ces ultrasons sur le terrain, pour être en capacité d'analyser ces signaux, parce qu'on n'avait pas d'outils logiciels automatiques comme on a aujourd'hui. Donc, grosso modo, dans les années 2000, il y a un peu plus de 10 ans, 10-15 ans, on avait deux façons possibles pour identifier les chauves-souris. Soit à l'oreille sur le terrain avec du matériel qui va retransmettre les ultrasons en son audible, pour une technique de transformation, soit a posteriori, une fois rentré sur le terrain, sur ordinateur, sur des analyses de spectrogrammes, qui étaient quand même encore assez laborieuses à cette époque-là, enfin, qui commençaient tout juste à se démocratiser. Donc si on revient encore un peu plus, il y a 25 ans, on n'avait vraiment que l'écoute et 3 techniques d'écoute. La première, c'est la division de fréquence, qui permet, généralement par 10, qui permet d'écouter tous les ultrasons en même temps. Donc voilà, le matériel en haut à gauche, c'est un bâton, c'est un matériel électronique très simple. Il y a un micro au bout, un haut-parleur de l'autre côté et un bouton au milieu pour l'allumer, et ça vous transmet les signaux en division de fréquence. Le problème, c'est que ça va dégrader assez fortement le signal, et donc pas vraiment vous permettre d'identifier l'espèce, seulement par groupe assez grossier. Assez rapidement, il y a une autre technique qui a été développée qui est assez ancienne, mais qui nécessite du matériel un tout petit peu plus compliqué. C'est ce qu'on appelle l'hétérodinage, qui en fait consiste par le réglage d'un seuil à soustraire une fréquence au signal reçu pour le rendre audible. Donc grosso modo, ce qu'on peut entendre, c'est la valeur absolue de la soustraction du signal de la chauve-souris avec la fréquence constante réglée par le seuil. Donc on a de l'information un peu plus fine, mais qui reste partielle. Par exemple, sur ce signal qu'on voit à gauche, on n'obtient qu'une petite partie, quel que soit le seuil réglé. Et surtout, pendant ce temps-là, on est sourd aux autres fréquences. On ne peut écouter qu'un domaine de fréquence assez étroit en même temps. Ensuite est apparue dans les années 90, fin des années 90, une autre technique appelée l'expansion de temps, qui permet de récupérer tout le signal, mais à cette époque-là encore sur un temps limité. C'est-à-dire qu'on avait un temps d'acquisition où l'appareil pouvait numériser à haute fréquence, mais comme on ne pouvait pas le faire en continu à l'époque, c'était sur un temps limité, et retranscrit ensuite en expansion de temps x10, donc 10 fois plus longtemps, pour pouvoir l'écouter sur le terrain. Donc on était limité sur... et donc pendant ce temps de restitution, on était sûr. Donc bref. Les premières techniques qui ont été utilisées pour identifier les chauves-souris étaient assez laborieuses, entre guillemets, c'est-à-dire que ça nécessitait d'écouter d'abord en hétérodyne, essayer d'identifier. Si on n'y arrivait pas, on écoutait en expansion de temps, donc ça prenait 10 fois plus de temps. Et si c'était toujours pas possible, on enregistrait et on se débrouillait avec ce qu'on pouvait pour visualiser les sonogrammes et prendre des mesures une fois rentré du terrain. Donc ce qui a un petit peu révolutionné ça date des années 2000, aux environs de 2010, où on a vu apparaître deux choses. Déjà du matériel qui permettait d'afficher le spectrogramme en direct, en continu. Pouvoir utiliser les critères informatiques directement sur le terrain. Et une autre famille de matériel qui permettait d'enregistrer en continu. Et donc du coup, on a vu apparaître du matériel qui commence à ressembler, des vrais capteurs autonomes, donc des capteurs qu'on peut laisser sur le terrain enregistrer pendant de longues durées, en continu les ultrasons. Donc des capteurs qui intègrent un déclencheur automatique. Donc c'est
qui permet de ne pas enregistrer en continu, parce que les ultrasons, c'est du son qui pèse lourd. Pour pouvoir, vu que c'est des ondes très très courtes, il faut numériser à trop de fréquences. Et globalement, voilà, si on enregistre en continu pendant une nuit, à un endroit donné, on enregistre environ 20 gigas de données. Donc tous ces matériels, à l'exception de celui qui est en bas, intègrent un déclencheur automatique qui permet d'éviter d'enregistrer pendant les périodes où il n'y a pas d'informations intéressantes. Donc, ces matériels-là, par contre, a un avantage, ces matériels-là ont un avantage très important, c'est qu'ils permettent de décupler la puissance d'échantillonnage par rapport à ce qui était possible auparavant. Sur le fait qu'on peut faire plusieurs sites en même temps, tout l'avantage du capteur autonome, je pense que vous êtes au courant de tout ça. Par contre, ça a créé une crise, entre guillemets, dans le domaine, qui était le fait qu'il a fallu développer des logiciels du traitement de signal plus automatisé que ce qui était auparavant, puisque en multipliant par 10 ou par 100 la quantité de données collectées, il nous manquait un peu de logiciel pour traiter tout ça. Donc ça a fait qu'on a, nous, je parle de mon équipe, mais aussi globalement les chercheurs du domaine, ont mis beaucoup d'énergie pour essayer de développer des logiciels qui permettent de sortir l'information de toutes ces données. Donc bon, des choses à gérer toutes bêtes, c'est globalement aussi dans ces déclencheurs automatiques, il y a toujours des déclenchements qui sont non ciblés. Donc si on s'intéresse qu'aux chauves-souris, en moyenne en France, 85% des déclenchements sont autre chose que des chauves-souris. En fait, c'est 55% du bruit non biologique et il y a 30% de sauterelles. Donc si les sauterelles vous intéressent, c'est déjà un peu mieux. Et donc ça fait que le déclencheur automatique du boîtier n'est pas suffisant pour économiser beaucoup de temps. Il faut en plus un post-processing assez puissant qui permet de trier le plus possible les données, pour que l'expert ait de moins en moins de données à valider. Donc toutes les données, toute l'analyse, qu'elle soit manuelle ou automatique, se fait sur ce qu'on appelle un spectrogramme, donc la représentation temps-fréquence, qui est une transformée de Fourier de l'onde qui est enregistrée. Je vais aller très rapidement sur les principes, un petit panorama pour illustrer en fait l'interprétation qu'on peut avoir de ces spectrogrammes. Donc on peut visualiser le rythme de la séquence, puisque les colocations, comme je vous ai dit, c'est plusieurs cris par seconde, c'est généralement un rythme relativement régulier, puisque une chauve-souris va globalement faire un choix sur un trade-off entre rythme rapide qui lui permet d'avoir de l'information très actualisée, mais un rayon de détection assez court, et un rythme plutôt lent qui va lui permettre d'allonger son rayon de détection, mais avoir une information qui lui revient moins souvent. La fréquence est aussi très importante, puisque plus un son est haut en fréquence, plus il est atténué par l'atténuation atmosphérique. Donc une haute fréquence va impliquer un rayon de détection qui est moindre, mais par contre une capacité à détecter des petits objets plus importants. Globalement, une chauve-souris a une limite de détection une taille d'objet qui est à peu près d'une longueur d'onde sur 3. Donc une chauve-souris qui veut attraper les plus petits moustiques doit émettre à plus de 50 kHz pour pouvoir les détecter. Donc oui, cette fréquence, ce lien entre fréquence et écologie, il a été assez bien décrit. Je vais passer là-dessus. Un autre paramètre important, c'est la modulation de fréquence, c'est-à-dire la quantité de fréquence couverte par le signal, la largeur de bande. Là aussi, les chauves-souris s'ajustent sur un compromis entre une grande largeur de bande qui permet une résolution de distance très forte, c'est-à-dire la capacité de distinguer un objet même quand il est proche d'un petit objet, même quand il est proche d'un gros objet comme un obstacle, donc une proie dans de la végétation par exemple, et une largeur de bande plus faible qui va permettre de concentrer l'énergie sur une petite bande de fréquence, va permettre d'avoir un meilleur rayon de détection à même consommation d'énergie. Il y a une famille à part en Europe, et en fait, si on regarde dans le monde, il y a 3 ou 4 familles de chauves-souris qui ont une stratégie d'écolocation complètement différente. Donc, en France, c'est ce qu'on appelle les rhinolophes. Il y a 3 espèces.
qui émettent des fréquences complètement constantes et de façon quasi continue. Donc assez différent des pulses très courts que font les autres espèces. Cette technique, en fait, elle permet à ces espèces-là de tirer parti de l'information de l'effet Doppler renvoyée par les proies, dans le sens où, avec une fréquence très constante, elles sont capables de facilement détecter l'écho renvoyé par une proie mobile, de le différencier des échos renvoyés par les obstacles qui sont immobiles. Donc, ce sont des espèces qui sont adaptées en fait à la chasse de papillons, notamment d'insectes volants en milieu encombré, ce que les autres espèces ont beaucoup de mal à faire. C'est aussi les seules espèces qui vont du coup pouvoir chasser à l'affût, elles n'ont pas besoin de voler, elles peuvent se suspendre sur une branche et émettre autour et attendre que le papillon passe pour l'attraper. Donc voilà, bon, ça c'est le panorama des espèces françaises. Bon, au niveau traitement du signal, il y a quelques petites choses, quelques difficultés à gérer. Bon, le fait que les signaux peuvent être multi-harmoniques, mais ça c'est pas vraiment spécifique aux chauves-souris. On a une problématique d'écho assez importante, puisque c'est des signaux qui sont assez courts, qui sont souvent émis près de la végétation. On est sur des capteurs qui sont omnidirectionnels, donc on récupère beaucoup d'écho. Parfois seulement de l'écho. Il faut être en capacité de différencier le signal de chauve-souris de tous les bruits, tous les autres bruits. C'est la première étape importante en classification qui est indispensable. Il faut être aussi en capacité de différencier les signaux de colocation que je vous ai montrés des signaux de ce qu'on appelle les cris sociaux, parce que c'est des animaux qui communiquent comme les autres. Donc elles émettent aussi des cris sociaux qui, eux, sont mal documentés parce qu'ils sont plus rares. Elles émettent aussi des signaux de colocation qui sont très stéréotypés, qui sont ce qu'on appelle les buzz, qui en fait marquent un événement de tentative de capture de proie. Ça c'est une difficulté, mais c'est aussi un intérêt, c'est-à-dire que là on a du signal qui a un lien avec une fonctionnalité écologique claire, c'est-à-dire qu'on est en capacité de dénombrer le nombre de tentatives de capture de proie, donc une intensité d'activité de chasse, de densité de proie dans le milieu. Et bon, dernier petit détail important aussi pour resituer les difficultés de l'analyse d'acoustique. Donc c'est cette atténuation du signal qui est très importante dans les ultrasons et dans le milieu aérien. Là c'est des spectrogrammes du même signal, donc la même individu au même moment, par 4 micros différents qui sont disposés à 10-15 mètres les uns des autres. Donc le premier signal, la chauve-souris n'est pas très loin, elle est surtout dans l'axe parce que le signal s'atténue vite, mais il est aussi assez directionnel. Et donc le deuxième signal, c'est le même, c'est à peine plus loin, mais c'est un peu plus de côté, et on perd déjà 20 kHz, les 20 kHz les plus hauts. Bon, je ne vais pas aller plus dans le détail. Donc c'est un peu dans ce contexte que on s'est impliqué en fait dans la définition de protocoles standardisés et participatifs. Donc ça. Qu'est-ce que c'est un protocole standardisé pour les chauves-souris? Classiquement, c'est un protocole qui est répétable dans le temps, surtout que notre premier objectif étant de faire un suivi des populations dans le temps. Donc, globalement, il implique de retourner faire les mêmes mesures au même endroit, aux mêmes périodes, et quelque chose d'un petit peu plus compliqué, c'est que la détectabilité aussi doit être constante. Donc, on a beaucoup travaillé sur la sensibilité de ce déclencheur et les types de microphones. Essayer de calibrer tous les types de microphones existants dans le paysage des capteurs pour les chauves-souris. La méthode d'échantillonnage sur le terrain, elle dépend pas mal du public et du matériel utilisé, du matériel disponible. La technique traditionnelle des chiroptérologues, c'est faire un transect pédestre, donc aller sur le terrain et faire des points d'écoute courts à différents endroits de nuit. Il y a une autre méthode qui s'est beaucoup développée ces dernières années qui permet d'augmenter la couverture géographique assez importante, c'est le transect routier, où le capteur est fixé sur la voiture qui roule à faible vitesse. Et un dernier protocole qui a émergé en fait, avec de nouvelles technologies qui sont apparues autour de 2010, qui est d'utiliser des capteurs autonomes qui permettent de faire des enregistrements sur des nuits complètes à des endroits. Donc d'intensifier plutôt la couverture temporelle. Donc, dans ce contexte, Vigitiro en fait propose 3 protocoles
observateurs. Il y en a 2 qui ont démarré en 2006, parce que la technologie le permettait à l'époque. Donc un protocole de transect routier de 20 km d'enregistrement à 25 km/h en début de nuit. En fait, ce protocole-là, il suit d'autres protocoles européens, donc il y a un réseau de pays européens qui le font. Un protocole de point d'écoute court, donc un peu plus spécifique à la France, parce qu'il y avait un public pour ça qui demandait ça. Donc une participation à un effort des chiroptérologues expérimentés, donc de faire 6 points de 10 minutes en début de nuit dans un carré de 2 km sur 2. Donc là, on s'est approché un peu de la pratique de terrain traditionnelle. Et un protocole qu'on a proposé beaucoup plus récemment, en 2014, après quelques années de tests d'enregistrement sur des nuits complètes. La couverture géographique de ce programme participatif, donc elle est hétérogène, un peu comme la plupart des programmes participatifs, mais elle commence à couvrir pas trop mal le territoire français. Donc on voit qu'il y a des effets en fait, d'agrégation qui sont souvent liés à l'animation par des associations localement, parfois des PNR. Alors, on s'est posé la question de maintenir ces 3 protocoles de front, parce que ça pose des difficultés à la fois en termes de coordination et aussi en termes d'analyse statistique. Ça rend notre base de données un petit peu hétérogène, et on s'est posé la question de savoir si c'était judicieux de les maintenir de front. Donc pour ça, on a fait des tests de puissance. Donc on a simulé statistiquement des données avec des scénarios plutôt optimistes, pessimistes, réalistes sur l'évolution du réseau sur 10 ans. Donc ça, c'est des choses qu'on a fait en 2014. Et donc des simulations qu'on a nourries avec nos données sur de mesures d'activité, la variabilité spatiale et temporelle. Dans nos scénarios, pour chaque espèce, on a simulé un déclin de 30% sur 10 ans. Alors pourquoi 30%? Parce que c'est le déclin le plus faible qui peut justifier un classement sur liste rouge. Donc un classement sur liste rouge, c'est quelque chose qui veut dire que cette espèce a un risque suffisant de s'éteindre à terme pour que les politiques publiques se mobilisent, qu'il y ait des programmes de conservation qui soient supportés. Donc du coup, ça paraît assez logique que ce déclin soit un objectif, ce déclin minimum, soit un objectif pour le programme de suivi, dans le sens où si on n'est pas en capacité de détecter ce genre de déclin, on peut considérer qu'il nous manque que l'information n'est pas bonne. Donc, là, donc je ne vous ai pas parlé beaucoup des sauterelles, donc on continue toujours à regarder les sauterelles en même temps, même si ce n'est pas notre objectif premier. Les résultats ont montré donc, sur les sauterelles de façon assez simple que ce sont les transects routiers qui permettent de suivre le plus d'espèces. Donc ça c'est assez logique, puisque ce sont les sauterelles ne bougeant pas, une méthode de collecte d'informations mobile, très mobile comme sont les transects routiers, permet de contacter beaucoup plus d'individus. Donc en moyenne, en 1 heure, on contacte environ 200 individus de sauterelles de 10 à 20 espèces différentes. Donc on a beaucoup plus d'informations, donc c'est pas très étonnant que le protocole routier soit un protocole beaucoup plus performant sur ce groupe-là que sur les autres. Bon, il est un peu biaisé, donc c'est intéressant de maintenir les autres, dans le sens qu'on échantillonne seulement les bords de route. Sur les chauves-souris, c'est un peu plus équilibré, notamment dans un scénario, on va dire, moyen, où on s'aperçoit que les 3 protocoles permettent de suivre entre 5 et 8 espèces. Et ce qui est intéressant, c'est la barre verte, en fait, c'est la combinaison des 3 protocoles, permet de suivre plus d'espèces que les 3 pris individuellement. Donc c'est pas vrai que si on voit que si par contre le réseau se développe beaucoup, le protocole point fixe prend le dessus. Donc ça nous a rassuré sur la complémentarité en fait, des 3 protocoles, et si on prend ce scénario moyen, on s'aperçoit de façon un peu assez triviale que les espèces qui sont mieux suivies par les transects routiers sont des espèces qui ont des grands rayons de détection et qui ont un pic d'activité en début de nuit, donc il n'y a pas une plus-value très importante il vaut mieux être mobile, et il n'y a pas une plus-value très importante à continuer à enregistrer toute la nuit.
alors qu'au contraire, les espèces qui sont mieux suivies par les points fixes sont des espèces qui sont moins détectables, qui ont un rayon de détection plus petit, et qui ont une période d'activité plus longue autour de la nuit. Ces deux facteurs étant quand même très très confondus pour des raisons écologiques. Donc, l'activité acoustique, donc quel type de données on tire de tout ça et quel type de données aussi il y a deux objectifs, il y a avoir une donnée qu'on peut comparer nous pour avoir des tendances de population, mais il y a aussi, il faut que la donnée soit intéressante pour le participant pour qu'il continue à suivre son site. Et ce qui a vite émergé, c'est que le participant était confronté, une fois qu'il savait quelle liste d'espèces il avait sur son site, les informations sont forcément redondantes d'année en année, il était un peu déstabilisé par le fait que le nombre de contacts acoustiques, l'activité acoustique comme mesure relative, ça ne lui parlait pas beaucoup. Là, du coup, sur un site de la chevreuse, c'est le nombre de contacts par circuit routier de différentes espèces, le pistrelle-véhicule, sérotine, donc 2 espèces de chauves-souris et 2 espèces de sauterelles, et que ces nombres en absolu, ils sont assez peu informatifs, alors qu'en fait, on a un jeu de données suffisant pour produire un référentiel qui permettrait aux observateurs de pouvoir qualifier ces données-là. Donc on a suivi une proposition d'Alexandra Carr qui est assez simple, qui en fait extrait les quantiles de mesures d'activité sur nos jeux de données pour que chaque observateur puisse se resituer vis-à-vis de ces quantiles-là. Donc basiquement, toutes les mesures d'activité sont ordonnées, elles sont très surdispersées, puisque les individus, que ce soit les sauterelles ou les chauves-souris, s'agrègent dans l'espace, donc on a une forte surdispersion des données. Ce référentiel, il est aussi déclinable par région, par habitat, par saison. Et donc on le fournit sur notre site web, donc il y a une grille de lecture qui indique des valeurs seuil au-dessus desquelles on peut qualifier l'activité comme très forte, modérée. Donc ça, c'est des outils qu'on fournit aux participants. On fournit aussi maintenant un outil sur le portail Galaxy qui permet à l'observateur d'avoir une comparaison directe. Il n'a plus besoin de se référer au tableau pour savoir si ce qu'il a obtenu, donc les 949 contacts de pucerelles communes, l'observateur sait qu'il est dans le fort, c'est-à-dire qu'il est dans le quartile haut, donc qu'il a une activité remarquable. Bon, il peut l'avoir détaillé par date. Et donc si on revient à l'exemple du PNR de la chevreuse, donc s'il resitue toutes ces données dans le référentiel, l'observateur voit que pour la pucerelle occulte par exemple, toutes ces mesures d'activité tombent soit dans le modéré, soit dans le faible, et il n'y a aucune dans le fort. Donc il peut alors que bon, si les mesures étaient faites au hasard, on pourrait imaginer qu'il y a 25% dans le fort. Donc il peut conclure sur le fait que la pucerelle occulte est relativement peu abondante dans son secteur par rapport à la moyenne, à ce qu'il y a ailleurs en France. Au contraire, la sérotine commune, on a une surreprésentation du fort et du très fort qui montre que ce secteur-là est particulièrement attractif pour la sérotine commune. Donc, comme c'est une espèce qui a priori décline en Île-de-France, le PNR chevreuse sait maintenant qu'il a une forte responsabilité pour la conservation de cette espèce-là. Donc c'est la même chose entre le connaisseur gracieux et les 2 sauterelles, qui est peu abondant, parce qu'en marge de répartition, et la sauterelle ponctuée qui est très abondant à cet endroit-là par rapport au référentiel national. Donc c'est des choses assez simples, mais qui en fait sont des instruments importants pour les participants. Il faut, c'est l'avantage en fait d'avoir un réseau national avec un protocole standardisé, c'est que les participants peuvent comparer leurs données les uns aux autres et donc avoir une évaluation objective de leurs mesures. Et cette méthode de référentiel est assez intéressante parce qu'on peut l'appliquer à des espèces relativement rares sur lesquelles on n'arrive pas à calculer des tendances. Mais en fait, il ne faut pas beaucoup de données pour avoir une mesure robuste du fait que telle espèce est surreprésentée dans un lieu donné. Donc là, c'est quelques exemples d'espaces protégés où un enjeu de conservation s'est révélé par les données J-Kiro, une réserve naturelle où la Barbastelle est particulièrement abondante, un parc national avec une très forte densité de relière gris par rapport au référentiel national.
Donc maintenant on a aussi une bonne couverture géographique qui permet d'identifier aussi de la modélisation spatiale, c'est-à-dire sur la base des données recueillies, des données standardisées recueillies, avec des covariables d'habitat, de climat, d'altitude, d'éclairage artificiel, etc. Donc un certain nombre de variables qui sont soit des points positifs ou des pressions, des habitats ou des pressions, permettent d'ajuster l'abondance locale et de la reprédire à l'échelle nationale. Donc pour des espèces qui sont à priorité de conservation, on a maintenant des données, suffisamment de données, donc en l'occurrence le petit rhinolophe, on a 1800 données qui permettent d'identifier la position des populations les plus denses, les plus importantes pour le pays, et donc probablement là où les enjeux de conservation sont les plus importants. Donc ça marche aussi sur certaines sauterelles. Bon, je vais passer les exemples. On a aussi des référentiels saisonniers, c'est-à-dire pas des saisonniers, horaires, qui permettent de comparer l'activité horaire tout au long de la nuit, localement à la moyenne nationale. Donc tout ça, c'est des données assez volumineuses qui peuvent pas être vérifiées manuellement. Donc ce que je vous ai passé là pour l'instant, c'est l'usage en fait de l'identification automatique, donc de logiciels qui permettent de trier automatiquement les données, puisque on a rapidement pu uniquement se baser sur la validation expert pour générer les données. Donc, pour revenir quantitativement, le nombre de données collectées, il a explosé littéralement à partir du moment où on a commencé à enregistrer sur des nuits complètes. Donc on a aujourd'hui à peu près une dizaine de millions de données, c'est-à-dire d'occurrences, de passages de chauve-souris devant un capteur. Les programmes anglais aussi génèrent des centaines de milliers, des millions de données par an. Donc tout ça peut pas être, c'est pas exploitable uniquement maintenant. Donc il y a d'autres intérêts que gérer la quantité de données. Nous, ça nous a servi aussi d'utiliser l'identification automatique à contrôler le biais observateur, parce que en fait, le niveau d'expertise des participants en fait a varié au cours du temps. On s'est aperçu sur certaines espèces, comme la Sorting commune notamment, que forcément les observateurs progressent, donc ça c'est pas mal parce que le nombre d'erreurs diminue, mais par contre ça peut biaiser le calcul de tendance si le taux d'erreur est variable. Donc du coup, être en capacité de réanalyser toutes les données historiques avec le même process logiciel nous a permis de contrôler ce biais et de reproduire des tendances qui étaient non biaisées. En l'occurrence, sur la Sorting commune, il y avait une erreur assez importante sur nos calculs initiaux. Ça nous a permis aussi d'extraire des données sur les sauterelles, je vous en ai déjà parlé, mais on avait au départ pratiquement aucun participant intéressé par les sauterelles, donc du coup les données sauterelles elles ont dormi entre guillemets dans nos données, puisqu'il y avait peu de personnes disponibles, de temps disponible pour les identifier, et c'est en fait uniquement à partir du moment où on a commencé à utiliser l'identification automatique qu'on a pu sortir les données et avoir des estimations de tendance, puis pour 2 espèces et ensuite 5. Pardon. Alors, l'identification automatique chez les chauves-souris, c'est quelque chose qui est apparu assez récemment, qui a d'abord été développé qui a commencé par la diffusion, une offre de logiciels propriétaires payants, parce que en fait, les techniques acoustiques étaient beaucoup utilisées par les bureaux d'études, notamment pour les études d'impact de développement éolien, mais pas que. Donc il y a eu une explosion à partir de 2012 de ces logiciels. Aujourd'hui, il y en a 7 disponibles en Europe, 4 en Amérique du Nord, et maintenant il commence à y avoir des solutions gratuites. Et bon, l'efficacité varie beaucoup selon les références utilisées, le nombre d'espèces couvertes, ça va de 10 à 114, donc c'est assez variable. Le principe par contre toujours le même, le logiciel propose une identification avec un score associé et le validateur, l'utilisateur dispose. Et donc le gain de temps dépend des objectifs de l'analyse, la finesse de la mesure, l'objectif. Donc je vais vous parler très rapidement du logiciel qu'on a développé, Tadarida, pour gérer justement la surcharge en fait, de travail de validation et pour pouvoir extraire aussi les données de sauterelles, donc on savait dormantes dans notre jeu de données. Donc c'est
C'est un design modulaire avec une partie traitement de signal qui est développée en C++, donc Tadarida D, donc production de spectrogrammes, détection d'événements sonores et mesure de paramètres sur ces événements sonores. Il y a une autre boîte qui la chapeaute, qui est Tadarida L, qui permet d'étiqueter les données, donc pouvoir construire des bases de données de référence en un temps raisonnable. Et il y a tout ça fourni, enfin nourrit en fait la boîte Tadarida C, qui est un jeu de script R qui fait de la classification, qui permet de construire des classificateurs et de les appliquer. Donc bon, les particularités, c'est que la segmentation elle est générique, c'est-à-dire qu'on détecte tous les événements sonores. Donc ça c'est une originalité de Tadarida par rapport aux autres logiciels, c'est qu'ils sont très spécifiques aux chauves-souris. On mesure beaucoup de paramètres, 271, bon, il y a beaucoup de redondance dans tout ça, mais c'est assez fourni. Et notre interface d'étiquetage a permis de constituer une base de référence assez importante avec un peu plus d'1 million de signaux qui sont étiquetés, qui viennent de 21 000 enregistrements différents. Voilà l'interface d'étiquetage, donc très rapidement en fait c'est assez basique, mais l'originalité c'est que ça permet sur Spectrogram de faire des sélections multiples des différentes espèces. Donc là en l'occurrence il y a une chauve-souris, une barbastelle, une pipistrelle et il y a 2 cris de sauterelles au milieu. Donc avec une sélection par cadre, on peut étiqueter ce fichier assez rapidement. C'est quelque chose qui est assez basique mais qui manquait, n'hésitez pas à faire l'argument. La classification elle se fait par random forest, qui est une technique de machine learning qui est assez facile à manipuler, et qui pour l'instant reste la technique la plus utilisée et la plus performante sur les chauves-souris en tout cas. On développe aussi en ce moment des techniques pour mettre en input des éléments de contexte, puisqu'on a des enregistrements qui durent toute la nuit. On a beaucoup d'éléments, beaucoup de redondance dans l'information, donc on met des variables sur les scores obtenus lors des différents événements de détection tout au long de la nuit, le ratio des occurrences des espèces, qui permettent de diviser pratiquement par 3 le taux d'erreur. Et grosso modo, l'apprentissage de Tadarida se fait de façon on a un jeu de données d'apprentissage qui préexiste, donc il va forcément être constitué au départ, mais à partir du moment où on a un début de base d'apprentissage, on construit un classificateur, on l'applique à des nouvelles données collectées par Vigikiro, on en fait un échantillonnage stratifié de façon à suréchantillonner les erreurs, c'est-à-dire, enfin pas vraiment les erreurs, mais les bizarreries, et donc du coup les sorties les plus originales ont plus de chances d'être des erreurs. Et en sélectionnant quelques centaines à quelques milliers d'échantillons qu'on remet dans l'échantillon d'apprentissage. Donc ça a surtout progressé de cette façon-là. Bon, je vous passe le workflow, j'ai été un peu long. Bon, on travaille en ce moment sur d'autres choses, notamment il y a un fort besoin d'essayer d'extraire les données oiseaux, en fait, oiseaux nocturnes de ces données-là, et ça nécessite de retravailler l'aspect segmentation, parce que les chants d'oiseaux c'est des signaux un peu plus complexes, séparés un peu en syllabes qui sont proches les unes des autres, qu'il faut bien séparer pour avoir une information riche. On a aussi les criquets, un petit peu d'originalité sur le fait qu'il y a des largeurs de bande tellement faibles qu'on a des petits problèmes de détection. Et voilà, les échos qui nous posent un peu plus de problème aussi pour les oiseaux. En classification, bon, on essaie de développer des collaborations pour tirer parti du deep learning qui maintenant émerge depuis 3 ans comme étant la meilleure famille de machine learning dans les challenges qui s'occupe de classification de vocalisation d'oiseaux, même si c'est pas, il n'y a rien de clé en main pour l'instant. Et on essaye de développer, enfin on aimerait concrétiser un système collaboratif pour aussi le référencement, c'est-à-dire la génération de données de référence. On a quelque chose d'un peu rudimentaire pour le moment qui freine un peu la participation des plus experts en fait, des participants de Vigikiro à la validation et donc la génération de données de référence pour améliorer la classification. Bon, du coup, pour revenir sur Tadarida, c'est un outil modulaire qui est assez facile à combiner avec d'autres outils et le code est open source. Et l'install aussi de Tadarida L, enfin de tous, mais Tadarida L.
un installeur Windows. L'utilisation peut se faire du classificateur chauve-souris de façon assez transparente à travers un portail web qui est développé par la startup Seal. Donc globalement, comment ça fonctionne? Le participant aujourd'hui qui a posé son capteur upload ensuite les données sur un portail web. Alors bon, ça, du coup, il y a un peu d'inégalité selon la qualité de la connexion internet. Mais une fois qu'il a réussi à faire ça, donc il upload soit la donnée brute, soit la donnée dégradée, c'est-à-dire juste les tableaux de mesure de features extra de TadaRida sur la connexion internet qu'il a. Donc une fois que ça s'est fait, on a la chance de bénéficier de l'archivage automatique chez l'N2P3, donc sur bande magnétique, donc normalement il n'y a pas de problème sur le long terme. Et c'est assez confortable de pouvoir aujourd'hui stocker 75 Tera de données ici. Donc bon, les données sont aussi automatiquement directement passées à la moulinette TadaRida, c'est-à-dire que TadaRida D et TadaRida C sont lancés dans les jobs chez les N2P3 aussi. Une fois que c'est fait, il y a une inscription en base de données, il y a un petit script qui va générer un bilan sur le portail et un mail à l'observateur pour lui dire que le bilan est disponible. Et il a donc une interface de validation qui lui permet de dire, de donner un avis critique en fait sur les résultats. Bon, qui est un peu rudimentaire, mais qui existe et qui est quand même assez, qui est déjà quand même pas mal utilisé. Donc, juste rapidement sur la participation, historiquement, donc de 2006 à 2010, Vigikiro a fonctionné de cette façon, c'est-à-dire que les observateurs envoyaient leurs enregistrements et leur interprétation des enregistrements sur un feuillet Excel. Et nous, on recevait ça par mail, par CD, par carte SD, divers supports, et on renvoyait une correction des identifications qui étaient notées comme incertaines, ou en tout cas une validation presque exhaustive des données. Le problème, c'est qu'avec l'augmentation de la participation, ce cycle a ralenti. Enfin, ça a ralenti d'abord dans ce sens-là, mais du coup, ça a répercuté dans ce sens-là assez rapidement. Et donc, le nouveau système est assez vertueux parce que, du coup, d'avoir un retour automatique par la machine, ça a été quand même très apprécié. On a toujours un système de validation qui est plus lent, mais du coup c'est mieux accepté que ce soit plus lent parce qu'il y a un premier retour assez riche. Je sais pas si... Ouais, je vais aller très vite sur la gestion des erreurs. Globalement, on a d'abord fait l'identification automatique avec notre collègue Stuart Newson en Angleterre parce qu'il y avait moins d'espèces, donc ça marchait bien, beaucoup plus vite qu'en France, avec pas mal d'espèces très rapidement, avec des taux d'erreur très faibles. On a travaillé en France sur la corrélation entre le risque d'erreur en ordonnée et le score obtenu par le logiciel. Donc bon, les corrélations sont très fortes pour toutes les espèces, donc ça c'est plutôt heureux. Mais donc du coup, c'est posé la question de comment on définit des seuils. Je sais pas si j'étais un peu lent, donc je vais peut-être pas aller très... Enfin, je vais sûrement aller vite là-dessus. Donc bon, il y a des espèces pour lesquelles tout va bien, le risque d'erreur est négligeable. Il y a des espèces pour lesquelles on a un risque d'erreur élevé, mais toutes les erreurs sont avec des indices faibles, donc du coup, en mettant un seuil raisonnable, on élimine quasiment toutes les erreurs. Donc ce seuil, on peut le faire varier. On a des espèces où il y a un trade-off évident, c'est-à-dire que si on met un seuil élevé, on élimine presque toutes les erreurs, mais on crée beaucoup de faux négatifs, c'est-à-dire des séquences qui sont vraies, mais qui du coup ne sont pas prises en compte. Et il y a des espèces pour lesquelles, même les indices les plus forts, on a un risque important d'erreur, et donc du coup, c'est des espèces sur lesquelles on n'arrive pas à travailler aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on travaillera sur cette espèce-là le jour où on aura un classificateur de meilleure qualité. Bon, en fait, c'est un peu contexte dépendant tout ça. Pourquoi ça ne marche pas bien sur cette espèce-là? C'est parce qu'elle a une espèce très proche qui est beaucoup plus commune. Donc forcément, même si le taux de pipistrelles de cubes qui sont identifiés comme pipistrelles de Natudus est assez faible, ramené à l'abondance de la pipistrelle de cubes. Par contre, sur la pipistrelle de Natudus, ça devient très élevé. Je vais passer là-dessus.
globalement, on a analysé les biais environnementaux potentiels sur les faux négatifs, sur les faux positifs. Si vous avez des questions, je reviendrai dessus. Parce que je pense que je suis juste. Donc globalement, l'approche nous a montré que chercher un seuil sur ces scores-là n'était pas forcément un seul seuil, n'était pas forcément une bonne idée, puisque globalement, le long du gradient entre taux de faux positifs, taux de faux négatifs faible ici et taux de faux positifs faible ici, génère des biais différents. Pour simplifier, globalement, ici, quand on génère un taux de faux positif élevé, c'est-à-dire qu'on tolère beaucoup, on abaisse le seuil, on va biaiser la mesure d'activité par d'autres espèces. Donc ça, c'est particulièrement pas bien, parce que globalement, par exemple, si on mesure la tendance des populations, ça va être fortement biaisé par la tendance de l'autre espèce. Mais donc on aurait plutôt tendance à glisser de ce côté-ci, mais quand on minimise le taux de faux positif et qu'on a un taux de faux négatif assez élevé, on a des erreurs qui sont dues à la qualité du son, et ça peut être biaisé par l'environnement, notamment la densité de végétation par exemple. Donc du coup ça peut être assez gênant si on s'intéresse à la grandeur écologique où la densité de végétation varie. Ce biais est moins fort, mais c'est nécessaire de l'adresser. Donc du coup, ce qu'on propose, dans un article qui va apparaître bientôt, c'est d'utiliser plusieurs seuils et de vérifier la robustesse en fait, des inférences qu'on fait à partir des analyses. Donc répéter l'analyse avec différents seuils le long de ce gradient. Si les conclusions sont les mêmes, c'est que c'est bon, et si les conclusions ne sont pas les mêmes, ça veut dire que les erreurs d'identification génèrent un biais et qu'il faut chercher à les réduire. Donc c'est quelque chose qu'on a testé sur l'effet des éoliennes sur l'activité de chauve-souris à l'échelle du paysage. Et pour cette question en particulier, les estimates de cet effet-là sont assez stables, quel que soit le seuil utilisé, donc ça fonctionne bien. Et on l'a utilisé dans plusieurs papiers récemment sur l'éclairage artificiel, les autoroutes, donc en tout cas sur des études paysagères, ça fonctionne bien. Bon, je crois que j'ai déjà parlé de ça, donc je vais un peu passer sur le fait qu'on a de la donnée assez précise. Moi, je travaille en ce moment pas mal sur la phénologie d'activité des sauterelles, sur le fait qu'on arrive à avoir du signal sur les anomalies de température, donc potentiellement, ça a pas mal d'intérêt pour l'étude de l'effet du changement climatique sur ces bêtes-là. Le résultat principal, c'est-à-dire le résultat on va dire contractuel, c'est calculer les tendances qui montrent quand même que sur 5 espèces de chauves-souris les plus abondantes, pas forcément les plus communes, mais en tout cas les plus détectables, on en a 2 qui déclinent très rapidement, les 2 noctules, commune et l'esper, donc ça va être l'inverse. Et la pipistrelle commune, l'espèce la plus abondante, qui décline un petit peu aussi. Et on a aussi une espèce, la Dotycia carvoyée de sauterelle, qui décline assez fortement, alors qu'on a 2 espèces, par exemple ici, qui augmentent assez rapidement. Il n'y a pas de hasard, hein, c'est les seules sauterelles que vous allez pouvoir trouver sur le campus de Jussieu, c'est des espèces qui bénéficient pas mal de l'urbanisation, ou en tout cas de la façon dont les jardins sont gérés aujourd'hui. Ils sont pas mal adaptés à ça. Donc, conclusion, le suivi à large échelle par l'acoustique et participatif, ça fonctionne assez bien, avec un cocktail qui mélange sciences participatives, identification automatique et des services web gratuits qui sont interactifs. Donc le choix aussi de faire de la détection un peu générique qui permet de traiter plusieurs groupes taxonomiques en même temps, c'est assez efficace puisque ça permet de partager les coûts. Et bon, voilà. Par contre, on a une reste du travail sur le fait d'étudier les biais dans ces données-là, puisque c'est des données un petit peu nouvelles. L'avantage, c'est qu'on a de la donnée brute pour les travailler et d'améliorer ces process d'identification automatique pour avoir des données de meilleure qualité. Notamment, du coup, il y a des potentiels de sciences participatives aussi sur ces aspects-là, de générer la donnée de référence plus abondante. Voilà, merci pour votre attention. Merci aux participants. Moi j'avais une question sur les capteurs qui sont utilisés par les participants. Peut-être que vous en avez parlé, j'ai zappé l'info. Mais du coup, c'est des instruments de référence ou c'est des instruments qu'on trouve facilement Ouais, c'est plutôt ça. En fait, le réseau s'est d'abord a démarré avec l'achat de 30 capteurs qui ont été distribués dans un réseau de confiance des naturalistes qui participaient déjà soit au suivi temporel des réseaux communs, soit au réseau de bagarre. Donc en fait, des participants d'autres programmes de sciences participatives. Donc en 2006, ça a commencé comme ça.
c'était un peu l'initiateur, mais par contre tous les nouveaux participants, ils se débrouillent avec le matériel auquel ils ont accès et que nous on labellise comme étant compatible ou pas avec ces protocoles-là. Alors, jusqu'en 2015, c'était assez simple parce qu'il y avait 3 modèles. Donc 2 modèles seulement pour les 2 premiers sur les programmes routiers et pédestres qui étaient compatibles. Et puis en fait les gens étaient équipés essentiellement avec ça, il n'y avait pas trop d'alternatives. Et donc du coup les 2 modèles, il a fallu les calibrer de façon à pouvoir les comparer. Alors, ils ont des capacités de détection un petit peu différentes, donc du coup on est obligé de le mettre en entrée dans nos modélisations statistiques. Et on fournissait aussi des protocoles de réglage du trigger pour que le trigger soit comparable en fait entre les différents boîtiers, parce que quand ils sortent d'usine ils sont pas calibrés. Et au niveau du point fixe, donc du coup il y a eu de 2010 à 2015 il y avait un seul modèle, enfin 95% des gens utilisaient un seul modèle, donc ça a rendu les choses assez faciles. Ces dernières années c'est plus compliqué parce que ce modèle-là déjà est plus commercialisé. Et là il y a une explosion du coup de nouveaux modèles, notamment des modèles à très bas coût, qui nous obligent nous à faire des tests de calibration pour comparer ces différents détecteurs dans leur détectabilité, d'ajuster les réglages de trigger pour essayer de les rendre les plus proches les uns des autres. Ce qui est rassurant, c'est qu'au niveau sensibilité du microphone, on n'est toujours que sur 2 composants seulement différents. Dans tout le paysage, donc ce qui va changer, c'est plutôt comment le trigger est programmé et comment on peut l'ajuster, quoi. En fait. Enfin, je résume un peu, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, il n'y a pas de... on est obligé de jongler entre le nombre de modèles qu'on labellise comme étant potentiellement utilisés et l'hétérogénéité des données qui vont s'en suivre. Après, ce qu'on suppose, c'est qu'on est juste dans une phase où ça part dans tous les sens et que petit à petit, il y a un modèle qui va de nouveau faire consensus et qui sera majoritaire. Mais en ce moment, c'est un peu compliqué. Pas tout capté, mais est-ce que vous faites pour les espèces qui sont de règles communes, qui sont très difficilement détectables par les instruments, est-ce que vous faites de la repasse comme pour les oiseaux nocturnes, ou choses comme ça? Est-ce que ça arrive ou est-ce que c'est pas une pratique Ouais, c'est utilisé en capture. Pour capturer certaines espèces, il y a de la repasse qui est utilisée. Pour avoir du signal acoustique, c'est pas tellement nécessaire. En fait, les espèces qui sont les moins détectables, on est sur des rayons d'environ 5 mètres. Et malgré tout, on a quand même pas mal de données et on n'en aurait pas tellement plus avec de la repasse. Parce que la repasse, en fait, elle va pas beaucoup plus loin que le signal. Enfin, je simplifie, mais il n'y a pas un gros gain attendu. Oui, bonjour. Votre étude a eu un grand succès sur la mobilisation citoyenne. Est-ce que vous avez fait quelque chose de particulier? Quels étaient les outils pour la mobilisation utilisés? En fait, à chaque fois qu'on donne des outils supplémentaires pour l'interprétation des données, donc ça s'est joué en plusieurs façons. Au départ, ça a été fournir des validations. Donc ça permettait aux gens de monter en compétences parce qu'ils avaient des retours sur leur capacité à identifier les espèces. Donc je pense que ça c'était le succès du début. Ça s'est pas mal affaissé, c'est-à-dire ça s'est maintenu mais sans se développer. Et en 2014, quand on a fourni un portail web, on a fourni une identification automatique sur des grands volumes de données, c'est reparti à la hausse. Et l'année dernière, quand on a commencé à fournir quelque chose d'assez simple, mais juste que les mesures d'activité soient comparables à un référentiel d'activité, horaire, saisonnier, etc. Donc des données qui permettaient aux gens de comparer leurs données avec d'autres, ça a refait un boom. Ma sensation, c'est qu'à chaque fois qu'on fournit un outil d'interprétation des données supplémentaires, ça a permis de recruter en fait. Il faut en fait évoluer petit à petit, c'est un peu continuer en fait à améliorer les outils de restitution. J'ai une dernière question, après on aura un temps.
je n'ai pas suivi votre exposé depuis le début, je m'excuse, peut-être la question n'a pas être déjà répondue. Je voulais savoir en fait comment vous faites pour vous donner à des personnes à faire des annotations. Et après, vous utilisez donc l'apprentissage pour détecter, donc avec votre classificateur, pour discriminer les différents signaux, les différents aspects. Est-ce que ce processus était long? Est-ce que, par exemple, il y a besoin d'utiliser Active Learning? Est-ce que vous avez pensé utiliser Active Learning pour aider à justement faciliter la tâche d'annotation? Ça, c'est une question. Un deuxième, vous avez parlé d'un million, je pense, de collecte en fait des données. Est-ce que vous avez pu rentrer tout ça dans R pour le training? Je commence par la mais simple. Ouais, R, il n'y a pas de problème. Ça gère assez bien des tables de plusieurs dizaines de millions de données, en tout cas jusqu'à 100 millions sans problème. Grâce à des packages comme DataTable par exemple, mais qui sont issus d'autres langages. Pour l'annotation, alors pour les données de référence, pour l'instant, il y en a de deux types. Il y a les données de référence où l'étiquetage se fait cri par cri. Et ça, pour l'instant, il n'y a que moi qui fais les annotations. Donc les 1 million de cris, c'est moi qui les ai fait. Et par contre, il y a d'autres annotations qui sont faites plutôt à l'échelle de la séquence. Là, c'est un peu moins lourd. On demande à l'observateur juste de dire, dans ce fichier-là, le logiciel vous dit qu'il y a l'espèce ABC, et il va dire A et B, je suis d'accord, C, je suis pas d'accord, je pense que c'est D. Ça, c'est des annotations à l'échelle du fichier et qui me permet moi de refaire un classificateur supplémentaire qui va être à une échelle un peu plus grosse et qui va permettre de corriger pas mal d'erreurs du premier. Et ça, du coup, je mobilise les annotations des observateurs, qui sont de l'ordre de 80 000 et quelques actuellement, le nombre de fichiers annotés par les observateurs. Alors, par contre, je suis obligé de faire un tri, c'est-à-dire qu'on fait une contre-validation. Enfin, c'est essentiellement moi. Au départ, c'était Christian Carviello et Jean-François Julien, donc deux chercheurs du CESCO, qui faisaient, mais essentiellement moi maintenant, pour qualifier aussi l'expertise du participant et utiliser ou pas ces annotations. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu complètement à la question. Et oui, pardon, oui, il y a l'Active Learning, très rapidement. Je ne suis pas complètement sûr de savoir exactement ce que c'est que l'Active Learning, mais il me semble que ce qu'on fait, c'est-à-dire en faisant des échantillonnages stratifiés de notre masse de données, on suréchantillonne en fait les bizarreries, et donc du coup ça ressemble un peu à l'Active Learning, il me semble, ce qu'on fait, mais voilà. Mais par contre, voilà, on pourra en discuter après peut-être.